Pourquoi l'invitation à Macron? Et il a bien exprimé, à savoir que le projet d'anéantissement du noir n'est pas encore terminé. Moi, je suis surpris que les Noirs ne voient pas ce qui arrive. Au moins, nos ancêtres, ils ne savaient rien. Il n'y avait pas Internet. Autant de nos ancêtres, tu es assis ici, ce qui se passe à 10 km d'ici, tu n'es pas au courant. Mais aujourd'hui, nous sommes au courant de tout ce qui se passe aux quatre coins du monde à la minute près, instantanée. Mais est-ce que l'Africain a changé? L'Africain n'a pas changé. L'Africain continue de voir seulement en son frère son ennemi. Est-ce que on nous a dit la théorie selon laquelle, oui, c'est les Noirs qui vendaient les Noirs? Bon, ça arrivait, après les guerres, c'est arrivé, mais il a expliqué clairement comment on fabriquait l'usine à esclaves. Donc, si les Noirs vendaient les Noirs, Gilles, est-ce que ça a changé? Tu n'es pas surpris qu'aujourd'hui, qu'il y ait des pays africains qui veulent leur liberté, leur souveraineté, et qu'il y ait d'autres pays africains qui vont s'ajouter aux Blancs pour casser ce désir de liberté et de souveraineté. Tu n'es pas surpris? Ça veut dire que le nègre aujourd'hui qui soutient la France pour piétiner, esclavagiser encore le Sahel, il est pire que le nègre analphabète d'il y a 2, 3, 4 siècles qui allait prendre son frère pour aller le vendre aux Blancs. Dis-moi en quoi nous avons évolué. Dis-moi en quoi nous avons changé. Monsieur Gada, ce que vous dites, notre problème numéro un, c'est que nous ne connaissons pas notre histoire. Nos enfants ne connaissent pas l'histoire. Ils n'ont aucune idée. Quand on parle de colonisation, même la simple colonisation qui est terminée hier ou qui a fait semblant d'être terminée en 1960, nos enfants n'en savent rien. Ils sont sur TikTok. Ils n'en savent rien. Est-ce que c'est ça le vrai problème? Oui, mais attends. Parce que ils connaissent une histoire falsifiée. C'est plus grave. Oh, ah, ok. Mais même la falsifiée, oui, ils ne se donnent même pas la peine de la connaître, Gilles. Ils ne connaissent pas. Les histoires comme ça ne les intéressent pas. Il faut leur promettre autre chose. Mais dans quel sens nous construisons nos sociétés, nos États? Quelles sont les priorités de nos États? Parce que les personnes que vous citez, à la fin, ce sont des réceptacles des enseignements que nous autres, nous produisons dans la société. Oui. Mais est-ce que nos États sortis de la colonisation ont affronté la question de la mémoire? Mais comment tu veux qu'ils affrontent la question de la mémoire quand à la tête de ton État, soi-disant sorti de la colonisation, on a mis quelqu'un qui était le prolongement direct de cette colonisation? Écoute bien, dans le système francophone, on a donné, ça se dit, hein, tu connais la formule, hein, on a donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins et on n'en a pas donné demandé à ceux qui voulaient l'indépendance. Oui, c'est-à-dire qu'on a donné l'indépendance à ceux qui ne savaient que faire de l'indépendance. Donc on va leur dire, voilà, tenez, faites comme ci, faites comme cela. C'est de là que relève l'histoire de la monnaie. La monnaie scélérate, la monnaie assassine, la monnaie exploitatrice. Aujourd'hui encore, il y a des Noirs qui soutiennent ça, quand d'autres Noirs qui s'éveillent disent non, ça ne doit pas aller comme ça. Mais ceux qui s'éveillent n'arriveront pas au pouvoir. Et si par hasard, ils se retrouvent au pouvoir, on leur fait des coups d'État. Oui, mais bien sûr, ça, on le sait. Toi et moi, nous le savons. Bien sûr. Toi et moi, nous le savons. Il y a une conscience africaine qui est réelle, qui existe, mais qui n'est pas dans les instances de décision. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, il y a un conflit entre les Noirs. Oui. Mais le conflit entre les Noirs, il est inévitable. Il n'est pas mauvais. Il nous permet de résoudre le problème de traîtrise que nous avons à l'intérieur de nos sociétés. Parce que si on n'affronte pas ce conflit, si on ne met pas au banc les traîtres, ceux qui sont incapables de prendre les positions qu'il faut devant l'étranger, on ne pourra jamais s'en sortir. Et ça, c'est un problème africain, ce n'est pas un problème européen. Aujourd'hui encore, je suis d'accord avec vous, ce que vous expliquez concernant la génération qui vient ou la génération actuelle. Mais il y a beaucoup de facteurs qui ont concouru à cela. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de culture, excusez-moi, il n'y a plus de culture des valeurs aujourd'hui. Il y a la course vers le bien matériel, la sensation et les téléphones portables, le TikTok, les réseaux sociaux. Il n'y a plus de fondement. Vous avez parlé de la colonisation. La colonisation a été possible grâce aux guerres afro-européennes que nous avons perdues. Mais vous avez un peuple qui perd toujours les guerres face aux Européens. Mais on se demande pourquoi nous n'agissons pas sur la question sécuritaire. Les Juifs qui ont subi la Shoah, mais ils se sont militarisés jusqu'aux dents. Mais les Africains aujourd'hui. Oui, les Africains qui ont fait 4 siècles d'esclavage.
Mais je m'étonne de voir les Africains contents, qui dansent, ils croient qu'ils vivent dans une vie normale. Même la langue que nous parlons, c'est la langue étrangère. Est-ce qu'on se rend compte? On n'a pas encore, on ne sait pas réapproprier notre univers. Et lorsqu'il y a des voix comme les nôtres qui en parlent, des gens peut-être nous considèrent, mais ces gens, ils sont sur quelle planète? Ils ne voient pas que le monde. Non, nous sommes le centre du monde. Et nous le serons, nous le sommes, nous le serons toujours. Et nous le redeviendrons. D'ailleurs, je voudrais ajouter, parmi les motivations, il y a une histoire qui a disparu des textes. C'est le fameux royaume du prêtre Jean. Ouais. C'était une obsession au XVe siècle. Éthiopie, non? Oui. Ils cherchaient le royaume du prêtre Jean, qui serait un royaume chrétien, Oui. différent de leur christianisme, et qui serait le paradis sur terre. Et ils cherchaient donc l'Éthiopie. Et il y a cette obsession-là qui a conduit les explorateurs à aller vers l'Afrique. Mais nous avons trouvé encore, il y a de cela quelques années, des documents où les missionnaires, dans leur rapport, ils écrivent qu'ils sont venus en Afrique pour rechercher les restes du peuple d'Israël. Mais attention, ce n'est pas le peuple d'Israël, des Israéliens d'aujourd'hui qui sont là. Parce que l'histoire a été complètement falsifiée à tel point qu'on ne se rend pas compte nous-mêmes que nous avons produit, nous les Africains, nous avons produit les deux grands systèmes religieux les plus importants au monde. La religion d'Osiris, qui était au cœur de la royauté pharaonique, et la religion adonaïte, qui a été provoquée par le pharaon Akhenaton, et dont le prêtre illustre était Osarship Moussa, ce que les chrétiens appellent Moussa. Parce que les catholiques, ils ont volé les textes des Africains, ils ont modifié les noms, et ils disent que c'est le judaïsme. Alors qu'en réalité, la révolution adonaïte était la deuxième grande religion africaine. Et c'est ça qui a donné lieu à la chrétienté. La chrétienté qui est différente du christianisme. Parce que la chrétienté, ça vient de l'Égypte et de l'Éthiopie. C'est Christ, K-R-S-T, ce qui veut dire le gardien des grands mystères divins. Et c'est les disciples de ce Christ, les chrétiens, qui ont été martyrisés par les Romains. Et c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à dompter cette chrétienté noire qu'ils ont inventé le christianisme pour étouffer la chrétienté et pour créer un Jésus blanc. Alors, lorsque nous parlons de ces choses, on dit que le niveau de complot contre les Noirs est tellement assourdissant que si les Africains étaient conscients des dynamiques, mais Rousseau, qu'est-ce qu'il a écrit dans un ouvrage dont je ne vais pas citer le titre? Rousseau écrit que si lui, il était un des princes des royaumes d'Afrique, il mettrait sur la muraille de son royaume deux archers qui tireraient des flèches empoisonnées sur tout individu à peau blanche qui s'aventurerait vers son royaume. Qu'il soit enfant ou vieux. Ça, c'est Rousseau qui est blanc qui le dit. Parce qu'il a vu les atrocités que les Européens ont fait subir aux Noirs. Il dit, comment les nègres peuvent-ils encore accueillir des gens comme ça? Mais c'est un truc de fou. Mais au moins, si nous disons que nous sommes les grands frères de l'humanité, nous avons créé une civilisation martique basée sur la maths, la justice, l'amour. Au moins, il faut que nous soyons conscients. Nous connaissions les gens avec qui nous sommes en train de discuter. Mais le problème, comme vous l'avez dit, et l'ambassadeur l'a dit, il n'y a pas de conscience. Aujourd'hui encore, dans nos rues, quand un Européen passe, les enfants sortent, même les adultes, Yovo, bonsoir. Mais l'État peut interdire ça quand même. 60 ans après l'indépendance. C'est une pratique sociale qui n'est pas bien. Non, et il faut... Monsieur Ekoué, bon, maintenant... pardon de vous interrompre, parce que si c'est les enfants qui font Yovo, bonsoir, moi ça ne me gêne pas. Mais c'est que même tes intellectuels, excuse-moi, voilà. Tu en fais partie. Ces enfants deviendront voilà. justement. Attends. Même nos intellectuels, mais ils sont complexés devant un blanc. Va à Paris, prends un clochard, achète-lui une tenue, amène-le à Lomé. Même les ministres vont se courber en deux pour le saluer. Donc, ce n'est pas le problème de l'enfant dans le quartier, moi, ça ne me gêne pas. L'enfant est paradigmatique, c'est un modèle que je prends. Hein? On se comprend. Parce que ici, c'est les grands qui sont courbés devant les blancs. Oui. Et c'est ça le danger. Oui. Comment tu crois? Je reviens sur le Sahel. Qu'un certain Vigilier, il semble qu'on l'a condamné à 20 ans de prison et c'est un scandale. Macron est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale avec une bombe atomique et il dira que c'est la faute aux Maliens.
Comment tu crois qu'un aventurier comme ça arrive au Mali et arrive à prendre des généraux maliens à sa cause pour faire des coups d'État à un président qui prône la souveraineté? Comment tu peux comprendre ça? Ces généraux, quand même, un général, c'est pas n'importe quoi. Mais on a convaincu un blanc qui a le visage tuméfié d'un ivrogne est arrivé à le convaincre qu'il faut qu'il se joigne à lui pour renverser l'ordre établi de la souveraineté. Ces généraux, ils pensent que leur tour arrive aussi. Voilà. Ils pensent que leur tour... Comment tu peux comprendre? Donc, dans la sociolinguistique, tout ce qui est bon, excellent, on l'associe aux blancs. Ouais. Les fruits, les noms. Oui. Quand vous avez la qualité supérieure dans la sociolinguistique, dans nos langues, là, on l'associe les papayes, les noix de coco, etc. L'huile, quand c'est bon, on l'associe aux blancs. Et quand c'est de moindre qualité, ça appartient à des noirs. Tant que nous n'accorderons pas de l'importance aux Africains qui réfléchissent, parce qu'il y en a, qui réfléchissent, qui créent. Il y a des Africains qui réfléchissent. Ouais. Quand tu prends le cas, et moi, il y a un gars là, moi je ne le connais pas, je le vois écrire, celui qui dit qu'il faut former 10 000 mécaniciens. Il s'appelle quoi déjà? Un jeune... Mais personne ne l'écoute. Il dit qu'il faut former les gens en mécanique. Personne ne l'écoute. J'ai entendu parler d'un Béninois qui a créé un robot qui opère, c'est-à-dire qui fait la chirurgie, mais personne n'en parle. Si c'était un blanc, tous les chefs d'État africains lui auraient étalé le tapis rouge. Personne n'en parle. Donc, si nous ne donnons pas de l'importance à nos jeunes créateurs, on ne s'en sortira jamais. Allons demander à l'Iran comment il a fait. Plus de 47 ans d'embargo total. Comment il a fait pour aujourd'hui défier les plus grandes puissances militaires du monde? On va clôturer cette première partie. Je voudrais qu'on évoque quand même les séquelles contemporaines de l'esclavage, le passé qui ne passe pas. C'est comme ça que je l'intitule. Il s'appelle Fagnon. Alors, l'homme qui veut former les mécaniciens s'appelle Fagnon. Je lis toujours ses écrits, mais personne ne l'écoute. Alors, docteur Ekwe, on parle de justice réparatrice, mais comment mesure-t-on scientifiquement le manque à gagner et le retard de développement subi par le continent africain à cause de la saignée démographique de la traite des Noirs? Oui. D'abord, le premier pas serait d'arriver à objectiver le coût démographique, comme vous le dites. Et juste quelques chiffres. Quand vous prenez le port de Londres a armé environ 6 000 bateaux. Le port de Bristol en a armé 3 500. Et Liverpool, nous sommes autour de 4 750 bateaux armés. Et ça, ce sont les chiffres des minimalistes, parce que la communauté est divisée en deux, les maximalistes et les minimalistes. Et parmi les minimalistes, le plus illustre qui a publié en 69, il s'appelle Philippe Curtin, Atlantis, Slave Trade et Census. C'est lui qui a ouvert la boîte sur les recherches sur la démographie, le coût démographique. Il parle de 12 millions 5 d'hommes, mais il ne tient pas compte des pertes, il ne tient pas compte de ceux qui sont morts durant la traversée. Mais les maximalistes arrivent à 250 millions. 250 millions. Depuis le Golfe, c'est-à-dire sur le Golfe de Guinée, on considère également des ponctions qui ont été faites de l'autre côté, au niveau du Moana Matépé. Zanzibar. Mais vous savez, il y a la femme de Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas parce qu'elle est sa femme, Louise Maïs Diop. Elle est démographe, elle est sociodémographe. Elle a fait une étude où elle dit qu'au XVe siècle, nous étions autour de 600 millions. Mais elle fait les estimations au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, nous étions environ à 200 millions. Elle estime à 400 millions les pertes de vies humaines, c'est-à-dire la perte démographique de l'Afrique noire en général. Bien, si on ajoute les 80 millions minimalistes de la traite arabe, nous sommes autour de 500 millions. Mais comment vous pouvez, lorsque on vous dit pour capturer une personne, il y a 9 qui meurent. Voilà. Après, quand ils remplissent les bateaux à partir des forts qui sont sur nos côtes, on a une petite maison des esclaves ici aussi, chez nous, à Goudrafo. Quand ils remplissent, ils arrivent, les minimalistes disent que c'est 25% de pertes. Et le plus minimaliste des historiens français, qui fut un maître de conférence, Olivier Pétreux-Grenouillot, qui a écrit un ouvrage, une constellation d'erreurs, bref,
je laisse tomber. Il parle de 45 à 50% de pertes en général. Donc nous sommes à des chiffres incroyables. Mais comment vous pouvez réparer ça? Qui peut réparer ça? On ne peut pas réparer ça. Alors on peut parler du symbolisme. On peut parler comme en Afrique, chez nous, nous parlons de la reconnaissance, de la reconstruction de la mémoire. J'entends, vous avez posé la question, comment peut-on quantifier les indemnisations, le coût des indemnisations de ce massacre, qui n'est pas que physique, parce qu'il y a les complexes dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a le complexe de Stockholm qui s'en est pris aux Africains, qui font que des Africains esclavagisés sont devenus amoureux de leurs bourreaux. Et il y a tout cela dans le présent. Vous avez parlé des réminiscences du passé dans le présent. Il y a tout ça. Il y a le fait que l'homme africain considère son prochain comme son ennemi. Parce qu'il y a eu une période décrite par Bosman justement où les guerres intra-africaines sont devenues tellement fratricides, où on n'avait plus confiance l'un en l'autre. C'est l'origine de la défiance africaine. C'est l'origine du fait que les chefs de l'État se font traiter par des médecins étrangers qui sont blancs. Nos chefs d'État se font protéger par des services secrets qui sont étrangers, qui ont des informations stratégiques sur le fonctionnement de nos États, parce qu'ils ont peur de leurs citoyens. Mais ils n'ont pas tort d'avoir peur, parce qu'il y a toujours un nègre, quelque part, à qui on dira de faire un coup d'État pour prendre de l'argent. Vous voyez, tout cela, c'est les conséquences de la traite et de ces épisodes que nous, les Africains, nous avons su. Comment réparer? Qui réparer? Je vais vous redonner la parole.